Ta arrière-grand-mère pouvait survivre 6 mois sans électricité. Toi, tu as appelé le propriétaire parce que tu ne savais pas réinitialiser un disjoncteur. En 1900, un adulte moyen maîtrisait 40 compétences de survie. Aujourd'hui, moins de 5. Voici ce que tu as perdu. Imagine la France en 1900, 40% de la population vit dans des fermes rurales, de la Bretagne à la Provence. Les compétences n'étaient pas des passe-temps pour bourgeois parisiens désœuvrés. C'était la différence entre manger et mourir de faim, entre la chaleur et l'hypothermie dans les hivers alpins. Un enfant apprenait à faire du feu à 8 ans, pas parce que c'était amusant, mais parce que sinon il était inutile. Les gens inutiles ne survivaient pas aux hivers de Haute-Savoie. Puis vint la transition, entre 1945 et 1975, le boom d'après-guerre apporte machines à laver, réfrigérateurs, et vie de banlieue à Toulouse, Lyon, Marseille. Pour la première fois dans l'histoire humaine, ces compétences devinrent optionnelles. C'est là que la chaîne s'est brisée. Les parents qui avaient grandi pendant la guerre, qui savaient exactement comment conserver les aliments et réparer les vêtements, regardaient leurs enfants et pensaient « Nous avons travaillé dur pour qu'ils n'aient pas à le faire ». Noble intention, résultat catastrophique. En 1975, les fours à micro-ondes deviennent standards dans les foyers français. La restauration rapide est partout, de Quick à McDonald's sur les Champs-Élysées. Les vêtements deviennent jetables, fabriqués au Bangladesh et vendus chez Zara. La phrase « Pourquoi apprendre à coudre quand les vêtements sont pas chers » entre dans le vocabulaire culturel. L'économie domestique disparaît des programmes scolaires français. Les cours de travaux manuels suivent le même chemin. Et puis arrive le dernier clou dans le cercueil, le smartphone. Le rectangle magique qui crée l'illusion la plus dangereuse de l'histoire humaine, l'illusion de la connaissance. Je pourrais apprendre ça si j'en avais besoin. Non, tu ne pourrais pas. Parce qu'apprendre demande du temps que tu n'auras pas. Voici les mathématiques de la dépendance moderne, trace l'origine de ton café du matin à Paris. Électricité pour le faire couler dans ta machine Nespresso. Gaz naturel ou électricité pour chauffer l'eau dans ton appartement parisien. Système municipal d'eau pour remplir la cafetière, merci la Seine et les usines de traitement. Chaîne d'approvisionnement mondiale pour importer les grains depuis la Colombie ou l'Éthiopie. Porte-conteneurs traversant les océans, consommant des milliers de litres de fioul. Système bancaire pour permettre les transactions, ta carte Visa, les serveurs de BNP Paribas. Réseau de communication pour coordonner tout ça, 4G, fibre optique, satellite. Un seul maillon faible dans cette chaîne ? Plus de café. Applique maintenant cette analyse à tout ce que tu consommes, tout ce sur quoi tu comptes dans ta vie quotidienne. Tu trouveras partout la même toile fragile. Le café de ton grand-père ? Grains stockés dans le cellier, moulin à main, feu de bois, eau du puits. Deux dépendances, son propre travail et ses propres provisions. Nous avons échangé la résilience contre l'efficacité. Nous avons fait une affaire fantastique jusqu'au moment où l'affaire s'effondre. Le feu, la compétence qui sépare les vivants des congelés. Alors, tu as un briquet Bic ? Félicitations. Tu as un seul point de défaillance avec une réserve de carburant limitée et un mécanisme qui casse quand il est mouillé. Ton arrière-grand-père pouvait faire du feu par friction, avec des étincelles de silex, avec la lumière du soleil focalisée à travers la glace. Il pouvait le faire sous la pluie bretonne, dans la neige des Alpes, dans des conditions qui te feraient pleurer avec ton briquet inutile. Voici une statistique qui devrait te garder éveillé la nuit, 83% des adultes français n'ont jamais fait de feu sans allumette ou briquet. Parmi ceux qui ont essayé, 94% ont échoué en moins de 30 minutes. Tu sais ce qui se passe en 30 minutes de tentative ratée quand il fait moins 10 degrés Celsius dans les Pyrénées? L'hypothermie commence à s'installer. Ta dextérité manuelle diminue, ta pensée devient confuse. Et tes chances de réussir à allumer ce feu diminuent avec ta température corporelle. Le feu n'est pas qu'une compétence, c'est la compétence maître. Il permet tout le reste, purifier l'eau de la Garonne, tu dois la faire bouillir. Cuisiner la nourriture? Feu. Rester au chaud dans un hiver normand? Feu. Signaler ta présence au secours? 3 feux en triangle. Stabilité psychologique en situation de survie? Rien ne maintient le moral comme un feu. Tes ancêtres comprenaient que le feu était le fondement de la survie. Ils ont construit des civilisations entières autour de sa maîtrise. Et toi,
tu ne peux pas en faire sans un briquet de station-service. Conservation des aliments, parce que les réfrigérateurs ne sont que des boîtes coûteuses sans électricité. Ouvre ton frigo Whirlpool ou Samsung dans ton appartement de Bordeaux. Regarde ce qu'il y a dedans. Maintenant, imagine que le courant est coupé depuis 48 heures. Tout ce qui est là-dedans est soit dangereux, soit dégoûtant. Probablement les deux. Le foyer français moyen a 3 jours de nourriture. Le réfrigérateur moyen garde cette nourriture sur pendant 4 à 6 heures sans électricité. Toute ta sécurité alimentaire repose sur un réseau électrique ininterrompu et une chaîne d'approvisionnement de 72 heures. Ton arrière-grand-mère trouverait ça hilarant, d'une manière sombre et désespérée. Avant que la réfrigération ne devienne standard dans les années 1960 en France, la conservation n'était pas un hobby. C'était la seule raison pour laquelle on survivait à l'hiver. Tu conservais les aliments en septembre ou tu mourais de faim en février. Mathématiques simples, conséquences brutales. Fumage, salaison, séchage, mise en conserve, fermentation, cave à légumes. Ce n'étaient pas des options sur un blog lifestyle parisien. C'étaient les technologies qui maintenaient l'humanité en vie pendant des milliers d'années. Voici comment fonctionne le fumage: tu suces pas la viande dans un environnement de fumée contrôlé pendant des jours ou des semaines. Le fumage à froid reste en dessous de 32 degrés Celsius, c'est pour la conservation à long terme. Le fumage à chaud cuit et conserve simultanément. Les composés de la fumée de bois sont antimicrobiens. Ils tuent les bactéries qui transformeraient autrement ton sanglier de Provence en danger biologique. Le salage est encore plus simple, le sel extrait l'humidité de la viande par osmose. Les bactéries ont besoin d'humidité pour survivre. Pas d'humidité, pas de bactéries. Un jambon correctement salé peut durer 1 an à température ambiante. Ta grand-mère avait des jambons pendus dans sa cave qui étaient plus vieux que certaines de tes relations amoureuses. La mise en conserve utilise la chaleur pour stériliser les aliments et créer un joint hermétique. La clé est de comprendre quels aliments nécessitent une mise en conserve sous pression. Les viandes et légumes peu acides contre les aliments très acides comme les cornichons et les tomates. Fais le mal et tu joues à la roulette russe avec le botulisme. Ce qui est une façon particulièrement désagréable de découvrir que tu aurais dû faire plus attention. La fermentation retourne les propres bactéries de l'aliment contre les mauvaises bactéries. Choucroute alsacienne, kimchi, cornichons, ce ne sont pas que des aliments, ce sont des technologies de conservation. Les bactéries bénéfiques produisent de l'acide, et cet environnement acide empêche la croissance des pathogènes. L'eau, la chose qui te tuera plus vite que la famine. Tu peux survivre 3 semaines sans nourriture. Tu peux survivre 3 jours sans eau. Ajuste tes priorités en conséquence. 76% des Français ne peuvent pas identifier une source d'eau naturelle à 5 km de chez eux. Réfléchis à ça, 3/4 de la population ne pourrait pas trouver d'eau si le robinet s'arrêtait de couler. Et que leur vie en dépendait. Leur vie en dépendrait, c'est tout le problème. Ton arrière-grand-père connaissait chaque source, ruisseau et étang à une journée de marche de sa ferme en Auvergne. Il savait lesquels coulaient toute l'année et lesquels se tarissaient en été. Il savait lesquels étaient en amont des sources de contamination et lesquels te donneraient la dysenterie. Ce n'était pas une connaissance spécialisée, c'était connaître son environnement assez bien pour y survivre. Voici à quoi ressemble la dépendance moderne à l'eau: tourne le robinet, l'eau sort. Magie. Infrastructure invisible, station de pompage, usine de traitement, des milliers de kilomètres de canalisation. Tout maintenu par des gens que tu ne rencontreras jamais, alimenté par une électricité que tu considères comme acquise. Le Français moyen utilise 80 à 100 litres par jour. Le Français moyen stocke moins de 3 litres pour les urgences. Quand les robinets s'arrêtent, la plupart des gens ont environ 1 jour avant d'être en sérieux problème. Et environ 3 jours avant d'être en danger mortel. La science de la purification de l'eau est simple: les pathogènes, bactéries, virus, parasites, sont tués par la chaleur. Couture, l'art perdu de ne pas tout jeter. Voici un fait amusant, 74% des Français ne peuvent pas coudre un bouton. Un bouton, la réparation de vêtements la plus basique qui existe. Du fil à travers des trous, fait un nœud. Apparemment, c'est au-delà des capacités de 3/4 de la population adulte. Ton arrière-grand-mère fabriquait des vêtements de zéro, pas à partir d'un patron acheté chez Tissus et compagnie. À partir de tissus qu'elle tissait, de patrons qu'elle dessinait, de designs qu'elle inventait selon les besoins. Elle pouvait regarder un vêtement,
comprendre comment il était construit, et le reproduire. Elle gardait chaque morceau de tissu utilisable parce qu'elle connaissait sa valeur. Toi, tu jettes 32 kg de textile par an parce qu'un bouton est tombé. Navigation, parce que le GPS n'est qu'un satellite de l'inutilité. Question rapide, si ton téléphone mourait maintenant et que tu devais rentrer chez toi depuis un endroit inconnu de la Normandie, pourrais-tu le faire? Si tu as hésité, tu as un problème. 67% des Français de moins de 40 ans ne peuvent pas lire une carte papier avec confiance. 78% n'ont jamais utilisé de boussole. Une génération a grandi en suivant la ligne bleue de Google Maps. Et quand la ligne bleue disparaît, leur capacité à trouver leur chemin disparaît aussi. La dépendance au GPS crée un vide cognitif terrifiant. La technologie gère la navigation si complètement que les utilisateurs ne construisent jamais de carte mentale. Après 50 trajets vers le même endroit, disons, du Marais à Montparnasse, la plupart des conducteurs dépendants du GPS ne pourraient toujours pas y arriver sans assistance électronique. La connaissance ne se forme tout simplement jamais parce qu'elle n'est jamais nécessaire, jusqu'à ce qu'elle le soit. Ton arrière-grand-père pouvait naviguer par la position du soleil, les motifs des étoiles, les caractéristiques du terrain, la végétation, la direction du vent. Il pouvait regarder un paysage provençal et comprendre où était le nord, où menait l'eau, où menait la civilisation. Ce n'était pas un talent spécial, c'était une conscience environnementale basique que les humains ont développée pendant des centaines de milliers d'années d'évolution. Et abandonnée en environ 20 ans d'adoption du smartphone. L'étoile polaire a guidé les voyageurs pendant des millénaires. Elle se trouve à l'extrémité du manche de la Petite Ourse, presque exactement alignée avec le vrai nord dans l'hémisphère nord. Ce soir, si le ciel est clair au-dessus de Lyon, sors et trouve-la. Cet acte simple, localiser une référence de navigation fixe, était quelque chose que chaque humain savait faire jusqu'à ta génération. Le soleil se lève à l'est au-dessus de l'Atlantique, se couche à l'ouest vers les Pyrénées. Cuisine au-delà des instructions du micro-ondes. 28% des Français ne peuvent pas cuisiner sans recette. 19% ne cuisinent jamais, du tout, jamais. Laisse ça s'installer, presque un adulte sur 5 a complètement externalisé la fonction de survie la plus basique. Convertir les matières premières en nourriture, au restaurant, service de livraison et fabricant de plats surgelés Picard. Ton arrière-grand-mère pouvait regarder un garde-manger plein d'ingrédients bruts et produire un repas. Pas parce qu'elle était un génie culinaire, mais parce que c'est ce que cuisiner signifiait avant que cuisiner ne devienne suivre des instructions sur une boîte. La cuisine moderne est un simulacre. Recettes sur le téléphone, ingrédients pré-préparés de Carrefour, appareils électriques qui font les parties difficiles. Retire un seul élément de cette équation, pas de recette, ingrédients bruts, pas d'électricité, et la plupart des gens sont impuissants. La vraie compétence n'est pas de suivre des instructions, c'est de comprendre les principes. La chaleur dénature les protéines, c'est pourquoi la viande change de couleur et de texture quand elle cuit. La réaction de Maillard crée le brunissement et la saveur. La gélatinisation de l'amidon fait lever le pain et ramollit les pâtes. Comprendre le pourquoi te permet d'adapter le comment. Premier secours, parce que le SAMU ne viendra pas toujours. Temps de réponse moyen du SAMU, 7 à 14 minutes dans les villes comme Paris ou Marseille. Dans les zones rurales de la Creuse ou du Cantal, 30 minutes ou plus. Dans une catastrophe majeure, quand tout le monde a besoin d'aide simultanément, des heures, des jours, jamais. Ce n'est pas du pessimisme, c'est les mathématiques des systèmes débordés. Seulement 30% des Français ont une formation au premier secours. Moins de 5% pourraient poser une attelle basique. La réponse par défaut à toute situation médicale est devenue « appelle quelqu'un qui sait ce qu'il fait ». Ce qui fonctionne très bien jusqu'à ce que personne ne vienne. Ton arrière-grand-mère était celle qui savait ce qu'elle faisait. Les médecins étaient chers, distants, et fréquemment indisponibles dans les campagnes françaises. Les antibiotiques n'existaient pas avant les années 1940. Chaque foyer avait quelqu'un qui pouvait gérer les situations médicales de base. Pas parce qu'il le voulait, mais parce que l'alternative était de regarder les gens souffrir et mourir de conditions traitables. Les soins des plaies sont la fondation, nettoyer la plaie, contrôler le saignement, prévenir l'infection, protéger pendant la guérison. Reconstruire ton maillon, que faire en commençant maintenant? Ce n'est pas devenir un expert de survie d'ici mardi prochain. C'est de commencer. C'est de reconnaître que la chaîne s'est brisée et de décider de reconstruire ton maillon. Priorité 1, feu, eau, premier secours.
Ce sont des besoins de survie immédiat, apprends-les d'abord, pratique-les régulièrement. Cette semaine, essaie de faire un feu avec autre chose qu'un briquet. Marche dans ton quartier parisien ou lyonnais et identifie les sources d'eau. Construis une trousse de premiers secours appropriée et apprends ce que tout ce qui s'y trouve fait. Ce mois-ci, contacte quelqu'un de plus âgé qui pourrait connaître ses compétences. Demande-leur de t'enseigner une chose, juste une. Tu pourrais être surpris, la plupart des personnes âgées qui ont cette connaissance sont désespérées de la transmettre. Elles ont juste besoin de quelqu'un disposé à apprendre. Cette année, choisis 3 compétences et deviens vraiment compétent. Pas expert, compétent. Cela signifie que tu peux les faire de manière fiable dans des conditions sous-optimales sans rien chercher. 3 compétences te placent devant 90% de la population. La connaissance existe, les compétences peuvent être apprises. Les gens sont prêts à enseigner. Les ressources, livres, vidéos, cours, communautés, sont plus disponibles qu'elles ne l'ont jamais été. Ce qui manque, c'est ta décision de commencer. Le calcul final, ton arrière-grand-mère n'était pas une survivaliste ou une prépeuse. Elle n'était pas partie d'un mouvement ou d'une philosophie. Elle était juste un être humain compétent vivant dans un monde qui exigeait la compétence. Elle savait des choses parce que ne pas les savoir signifiait souffrance, difficulté, peut-être la mort. Elle a appris parce qu'apprendre était la seule option. Toi, tu as un choix qu'elle n'avait pas. Tu peux rester dépendant, confortable, pratique, impuissant. Ou tu peux apprendre, plus difficile, plus lent, vraiment capable. Les systèmes qui permettent ta dépendance fonctionneront jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus. L'histoire dit qu'ils finiront par échouer. La physique dit qu'ils sont fragiles. L'actualité suggère que finalement pourrait être plutôt que confortable. Quand cela arrivera, tu seras exactement aussi capable que tu t'es rendu. Pas aussi capable que tu pourrais théoriquement devenir, pas aussi capable que les vidéos YouTube que tu as regardées. Aussi capable que les compétences que tu as réellement développées. Ton arrière-grand-mère te regarderait et se demanderait comment l'humanité est tombée si bas. Comment l'espèce qui a conquis des continents et construit des civilisations a produit une génération qui ne peut pas coudre un bouton ou faire du feu ou trouver de l'eau ou conserver des aliments. Mais elle reconnaîtrait aussi que tu peux apprendre. Que la capacité pour ces compétences vit dans tes mains et ton cerveau, dormante mais présente. Que ce qui a été perdu peut être retrouvé si tu décides de chercher. La chaîne s'est brisée. Tu peux reconstruire ton maillon. Ou tu peux espérer que les systèmes tiendront pour toujours. Ton choix.